Bon, il faut aimer les sensations fortes aussi, parce que... Ouais, mais c'est pas que des trucs hyper hard, c'est déjà t'emmener en rando, aller faire du parapente, enfin c'est pas... Non mais c'est pas du tout hard. En fait, on s'est dit deux choses. Déjà, on s'est dit quand même, on vient de retrouver cette liberté-là, on n'a pas du tout envie d'aller se remettre derrière un bureau. Ça, c'était la première. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, c'est quand même con parce que on se rend compte, nous, en planifiant ce voyage, que si on avait accès plus facilement aux informations, on aurait probablement beaucoup moins de barrières pour se lancer dedans. Et donc, on a eu envie de partager les infos qu'on avait, parce qu'à l'époque, il n'y en avait quasiment pas, en fait, sur Internet. Mais tu vois, comme quoi, quand c'est moi qui tiens le guidon, on va droit. Hein. Super. Hein. Myriam. C'est cadeau. Généralement, dans les kayaks, c'est elle qui est à l'arrière, on va toujours pas droit. Hein. Les premières limites sont celles qu'on s'impose, c'est pas les seules. Parce qu'en réalité, il y en a plein des limites. C'est vrai que quand on est en fauteuil, forcément, il y a des trucs qu'il faut gérer différemment. Il y a des choses qui sont possibles autrement, pas impossibles, mais possibles autrement. Donc il y a des limites. Mais du coup, si on commence par s'imposer des limites, en fait, on n'essaye pas, donc on n'apprend pas, et donc on n'y arrive pas. En fait, je pense que c'est aussi depuis que Pierre est en fauteuil, on se rend compte que le sport, c'est un facteur d'autonomie qui est énorme. Le verre est à moitié plein. Le verre est toujours à moitié plein. Il a toujours été à moitié plein. Non, mais c'est vrai que c'est un truc... on peut que se sentir plein de reconnaissance. Alors évidemment, on n'est pas reconnaissant que Pierre ait été au Bataclan ce jour-là et qu'il y ait des mecs qui soient rentrés dans la salle, on va pas se mentir, mais en revanche, dans les circonstances, puisque de toute façon on ne choisit pas ces circonstances-là, à partir du moment où ça s'est passé, on peut que regarder ce qui s'est mieux passé en fait. Donc là, on a de la chance. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. En fait, j'ai tout simplement envie de commencer par 3 onomatopées. Waouh, waouh, waouh. Quelle chance j'ai eu de pouvoir rencontrer Pierre et Myriam Cabon, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Wheel World. Avant de les rencontrer, je me suis plongée dans leur livre que j'ai adoré et dévoré. 2 jours à ne pas lever le nez de ce livre. Avec eux, j'ai fait le tour du monde et je suis ressortie différente après sa lecture. Il m'a donné un surcroît de vie et d'âme. Alors oui, Wheel World, leur média s'adresse aux personnes à mobilité réduite, mais non en fait. Leur média s'adresse à tout le monde, valide ou non. Tout leur travail, le livre, le média, le blog, la chaîne YouTube, parlent de sujets clés qui nous concernent tous, et tous je l'ai mis en majuscule. Le dépassement de soi, les limites qu'on s'impose, les repousser, croire en soi, célébrer la vie, renoncer, aimer, rebondir, se reconstruire, s'adapter, s'entraider, communiquer, mais surtout vivre et oser vivre pleinement. C'est tout cela et bien plus encore, c'est aussi une magnifique histoire d'amour. J'avais envie de vous lire une partie de l'épilogue et puis je leur laisserai vite la parole. Il y a l'aventure que nous avons subie et celle que nous avons choisie. Un jour de novembre 2015, notre destin à tous les deux a basculé. Nous venions à peine de nous rencontrer, nous étions jeunes, avec une soif de vivre et une passion commune, le voyage. Ce soir-là, des hommes en noir étaient pressés de tuer. Une balle, une seule, a fauché les jambes de Pierre. L'absurde a fait table rase de nos vies, de notre vie, nous projetant dans une impasse. À 2, nous sommes rentrés dans un monde que nous ne connaissions pas, celui du handicap. Nous avons fait une croix sur tout un pan de notre vie. Nous pensions que tant de choses nous seraient devenues impossibles, à commencer par les voyages. Et puis, un jour, au-dessus d'un canyon, ce plafond de verre que nous nous étions inconsciemment construit depuis 3 ans a volé en éclats. Nous avons ressenti une émotion que nous pensions ne plus jamais pouvoir ressentir, la liberté. Nous y avions renoncé. Nous avons pris conscience qu'il nous faudrait oser peut-être plus que tout le monde, pour vivre, pour revivre. Je vous souhaite une excellente écoute et je remercie encore chaleureusement Myriam et Pierre pour cette superbe rencontre.
Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci 1000 fois de m'accueillir dans cet appartement. J'ai lu toute la description évidemment dans le livre. C'est canonissime. Merci 1000 fois de parler sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Alors on a des communautés qui sont pas exactement les mêmes. Mais je trouve que votre livre est vraiment d'utilité publique et en fait concerne tout le monde. Et que finalement, toutes les leçons que j'ai retirées de ce bouquin, ça s'applique à toutes les épreuves de vie. Donc voilà, alors le goût de l'aventure, le dépassement de soi, les limites qu'on s'impose, finalement, c'est pour tout le monde. Et je pense qu'il y a beaucoup d'épreuves de vie qui fait qu'on se met un tas de limites psychiques. Et vous en parlez beaucoup. Les limites, ça c'est quand même un thème qui revient souvent dans votre livre. Je dois vous avouer que j'ai fait du binge reading pendant 2 jours. Je voulais vraiment être avec vous et je voulais pas casser le momentum. J'ai voyagé, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du monde. Je me suis cassé la gueule avec vous, à cheval, à ski. J'ai tout vécu. Et je vous le disais off micro ce matin, quand mon mari est descendu au petit-déj, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans nos vies si on partait? Mais à la fois, j'ai l'impression que je pars chaque fois à l'aventure quand je rencontre des gens aussi extraordinaires que vous. Donc c'est quand même mon aventure à moi aussi. Donc voilà, à vous, je vous laisse la parole. Si on faisait un petit timeline, comme ça les gens se retrouvent, on va commencer par 13 novembre 2015, moins 5 mois, quand vous vous rencontrez. Et voilà, et parler évidemment du Bataclan. Je sais que vous n'avez pas envie de trop en parler, et je comprends tout à fait, parce que ça doit commencer un peu à vous saouler, que vous êtes clairement dans l'après. Donc, qui veut commencer? Vas-y, je t'en prie. Raconte notre rencontre, c'est toi qui es le plus romantique des deux, tu le sais. Oui, bon. Je vais essayer de tout donner. Non, on est le 13 juin 2015, on est à un mariage d'un ami commun de notre école de commerce. En fait, on est presque par hasard assis l'un à côté de l'autre et en fait, il se trouve que on a fait avec Myriam la même école sans jamais se croiser. On était 400 dans la promo et du coup, on n'a pas eu cette chance. Mais Myriam dira à chaque fois que c'était un mal pour un bien vu que je n'avais pas de barbe à l'époque. Et voilà. Et en fait, on a bien matché, on a bien rigolé et on s'est revus 3 jours après. Et là, c'est là que notre belle histoire d'amour a commencé. C'est beau ce que tu dis. Je suis émue. Moi, j'étais très émue dans le livre. Ouais, non, mais c'est vrai que c'était une belle histoire qui a commencé très simplement. Et puis, on s'est assez vite rendu compte qu'on aimait beaucoup voyager. Donc, on a commencé à voyager un peu ensemble, un peu en France, un peu à l'étranger et tout ça. Notre premier voyage, c'est un peu cliché quand même. On est parti à Venise pendant 4 jours en octobre. Ouais, mais c'est quand même magnifique. Ouais, mais c'est super cliché. C'est très, très niais quand même. Mais ça vous correspond moins, en fait, quand on connaît toute la suite, quoi. Ben voilà, mais c'est beau. C'était moins aventure que ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, voilà. Mais du coup, c'était quand même très sympa. Hyper romantique. Et c'était hyper romantique. Et c'était bien sympa pour un premier voyage. Mais effectivement, du coup, on est rentré tout début novembre 2015 et le 13 novembre, Pierre est allé à un concert. Ouais, non, le concert, moi j'aimais bien le groupe, je l'avais déjà vu en juin 2015 et là il repassait, donc je me suis dit tiens, je réemmène des copains pour aller les voir. Myriam n'a pas voulu venir parce qu'elle aimait pas trop, donc elle a bien fait. Excellent choix. Excellent choix, oui. Et voilà, et en fait ça a été une soirée qui commençait comme n'importe quelle autre et qui a un peu changé avec l'intrusion de terroristes dans la salle et en fait ça a été assez rapide pour moi parce que j'ai été blessé quasiment tout de suite et ensuite à partir de là il y a eu tout ce qui était l'attente, etc. pour me sortir de la salle. Et parce qu'en fait, à ce moment-là, moi, je suis devenu paraplégique et donc je ne peux plus bouger. Enfin, je n'ai plus de sensibilité en dessous des pectoraux et du coup, je me déplace en fauteuil roulant. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, par rapport à cet événement-là? Et aussi le fait que vous n'avez plus envie d'en parler. Et je comprends, vous êtes tellement dans l'après. Il n'y a plus d'images qui reviennent. En fait, je crois que c'est pas vraiment qu'on n'a plus envie d'en parler, mais on n'a pas forcément ce besoin de continuer à raconter. Rester dedans. Ouais. Et en fait, c'est vrai que maintenant, ça fait bientôt 10 ans, c'est fou, on s'est dit ça l'autre jour. C'est ça, en fait, ouais. Et c'est vrai que parfois, on a encore des gens qui nous disent est-ce que tu peux raconter dans le détail toute ta soirée? Et en fait, parler d'une soirée d'il y a 10 ans, on en a marre, quoi. Nous, on a envie de parler de nos projets, on a envie de parler de ce qu'on fait, et voilà, on n'a pas toujours envie d'être ramené à l'événement le plus traumatisant de notre vie. Et en fait, à force d'en parler et de devoir se baquer et de devoir toujours se mettre dans un espèce de petit cocon pour pas fondre en larmes au début quand on en parlait, on finit par en parler de manière hyper robotique. Et je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette soirée. Tout le monde maintenant connaît tout ce qui s'est passé dans le moindre détail jusqu'au plus sordide. Honnêtement, je vois pas ce que ça apporte de... Puis vous avez accouché tout ça dans le livre aussi, donc voilà. Ouais, complètement. On n'a pas tout à fait la même approche par rapport au livre. Moi, ça m'a vraiment aidé à passer à autre chose. En fait, moi, j'avais besoin de l'écrire parce que
Je pense que Pierre, C'est qui a eu l'idée de l'écrire? Vous l'avez eu ensemble? c'est notre co-auteur en fait. Ouais, nous, on voulait en écrire un, et notre Oui. co-auteur c'est elle qui nous a contacté après un article dans un magazine, et elle nous a dit, vous voulez écrire quelque chose. Et du coup, c'est parti comme ça. Et toi, ça t'a aidé à tourner la page? Ouais, moi ça m'a aidé à tourner la page parce que en fait finalement l'histoire de Pierre on en a beaucoup parlé, c'est ce dont parlaient les médias parce qu'il était dans la salle et puis l'histoire des proches on l'avait pas trop abordé, ce qui est normal du coup. Mais c'est vrai que c'est un parcours qui est assez différent avec de l'attente, avec de l'angoisse, avec beaucoup de choses et avec aussi des sujets logistiques à gérer derrière et une reconstruction qu'on vit un peu en parallèle mais qui nous impacte tout autant que les personnes qui ont été blessées. Et donc du coup c'était important pour moi de pouvoir aussi parler de cet angle-là. Oui, et je trouve que dans le livre, c'est vraiment votre histoire à vous deux, et il y a presque deux histoires. Enfin non, parce que c'est quand même votre histoire, mais il y a aussi deux histoires en même temps, quoi. Mais il y a deux points de vue, en fait. Oui, il y a deux points de vue, Ouais, mais qui se recoupent quand même très très fort, et on voit tout de suite, avec le tandem, mais ça on en parlera, que là vous avancez, vous êtes ensemble, quoi. Donc voilà, on clôture cette histoire du Bataclan, mais j'ai quand même envie de mettre en avant un point que j'ai trouvé intéressant, c'est ce rapport de la psy qui parle de dissociation pas faite, enfin de dissociation faite qui genre que tu n'arriveras jamais à te reconstruire, et que finalement l'oubli serait un vice de l'esprit. Toi, c'est ce qui t'a permis de rester en vie. On n'est pas obligé de se souvenir de tout pour se reconstruire, hein. Je pense pas, je vais laisser Pierre répondre plutôt sur ce point, mais... Ouais, non, mais j'aime bien ce fait que, voilà, on dit toujours qu'il faut parler de tout, et toi finalement, l'oubli a permis de te reconstruire, quoi. Bah oui, c'est un peu ça, parce qu'en fait, moi, comme j'ai eu un blackout quand j'ai été touché, en fait, moi, j'ai pas vécu ce qui s'est passé, et ça me va très bien, parce que au moins, pour l'instant, j'ai rien qui remonte, pas de souvenirs, pas de vision ou de dérangement plus que ça, et ça me convient très bien comme ça pour le moment, ouais. Ah voilà. Toi, t'avais un petit peu plus d'images même. Moi, j'ai eu plus d'images parce qu'en fait, ça laisse place à l'imagination. Et puis, j'ai eu des descriptions assez pratico-pratiques et assez immédiates. Donc, effectivement, c'est une absorption qui est différente. Et puis, je pense aussi qu'il y a quand même un sujet, le fait que Pierre soit passé en fauteuil à ce moment-là, ça crée forcément un focus sur le besoin de se remettre physiquement, déjà, qui a permis aussi de mettre assez vite derrière le côté psychologique. Alors que du coup, moi, c'est vrai que cette reconstruction, j'ai pas eu à la faire. J'ai eu besoin de l'accompagner, entre guillemets. Mais j'ai pas eu à la faire et du coup, je pense que le côté psychologique était peut-être plus présent aussi parce que j'avais d'autres préoccupations que celle de Pierre. On sort de tout ça et on va parler de la reconstruction. Alors j'adore le titre, le fauteuil en plus, comme si c'était juste un petit détail. Le fauteuil en plus. Vous avez entendu aucun espoir, plus jamais. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, à tout le monde, et la place de l'espoir dans tout ça? Moi, j'aurais envie de dire qu'en fait, quand il se passe quelque chose qui chamboule autant sa vie, honnêtement, on peut pas se projeter sur ce qui va se passer après. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qu'on pourrait plus faire et on le savait pas encore. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pouvait faire et qu'on ne savait pas non plus. Mais je crois qu'en fait, il faut vraiment essayer de se préoccuper de ce qui va se passer le lendemain déjà et de ce qu'on va être capable de faire le lendemain. Ça n'empêche pas d'avoir des rêves, il faut avoir des rêves parce que c'est ça aussi qui permet de se projeter. Mais en fait, c'est hyper important de se dire, ok, c'est quoi mes prochaines étapes avant de se dire ce sera possible ou ce sera pas possible. Il y a un apprentissage énorme. Donc si on commence par se dire ça qui est un truc énorme, je vais pas pouvoir le faire, en fait, on va jamais essayer, on va jamais apprendre. Mais c'est surtout les autres qui disaient, en fait. Moi, j'ai trouvé le plus jamais et le aucun espoir, ça venait des soignants aussi. Mais j'avais l'impression que très vite, vous avez essayé de challenger, en fait, ça. En fait, il y avait, dans le sens où il y avait aucun espoir, c'était le fait que je remarche. Bien ça, sûr. c'était ce côté-là, ça, c'était factuel. Enfin, ça, il ne pouvait rien changer à ce niveau-là. En fait, le côté paraplégique est en effet définitif, et là, il y a vraiment aucun espoir pour qu'il y ait, pour que je remarche ou que la vie reprenne comme avant. Mais c'est vrai que les soignants, ils se projettent dans la vie du quotidien à la sortie de l'hôpital, parce que quand moi j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de rester pendant 7 mois au centre de rééducation, une personne qui est blessée médulaire aujourd'hui, donc blessée au niveau de la moelle épinière, elle reste 3 mois et demi dans l'hôpital, et après elle retourne dans la vie de tous les jours, que son appartement soit accessible ou pas. Donc c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc c'est pour ça qu'ils se concentrent là-dessus, sur on te remet dans le quotidien le plus vite possible, et tout le reste, on verra plus tard, quoi. Ou tu te débrouilleras plus tard tout seul, quoi. Ok. Et toi, t'as vraiment eu le temps de tout réapprendre
Moi, j'ai réappris à conduire, j'ai réappris à me déplacer en fauteuil, etc. Et ensuite, ils ont été sympas, entre guillemets, de me laisser le temps de trouver un appartement qui allait nous correspondre et qui soit adapté pour qu'on puisse reprendre une vie à peu près normale dès la sortie de l'hôpital, quoi. Et comment font les autres si ils ont pas il y a pas moyen de il y a moyen de fonctionner mais oui, quand j'avais interviewé Caroline, elle était restée longtemps parce qu'il n'y avait pas d'appartement disponible, quoi. Bah c'est ça, et du coup, il y a des centres qui peuvent accueillir plus longtemps, mais bon, rester en rééducation, c'est pas une partie de plaisir non plus. Mais donc c'est ça la solution, en fait, c'est de rester plus longtemps en rééducation. C'est ça. Mais il y a des centres qui ne peuvent pas parce qu'en fait, ils sont pleins, donc à un moment, il faut qu'ils demandent aux patients de sortir, quoi. Donc c'est compliqué, honnêtement, aujourd'hui. Paris n'est pas simple, vraiment pas simple, hein. Paris, c'est sûr qu'il y a des challenges certains au niveau du logement accessible, ça c'est une évidence, mais je crois que c'est partout pareil. Alors je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas oui, il y a beaucoup d'endroits où les problématiques sont similaires, on va dire. Ouais. J'ai juste envie de parler, enfin si vous pouvez me dire quelques mots de tous ces gens qui étaient avec vous. J'ai senti une fraternité, une sororité, mais c'est des best friends forever, hein. J'imagine, vous les voyez encore ou pas? J'ai l'impression que tout le monde se tirait vers le haut. Ouais, non, il y avait tout le monde était là, et en fait, ils ont été là pendant les 7 mois, il y en a qui sont encore là aujourd'hui, et très proches, et en fait, oui, on a vraiment noué des liens qui étaient déjà là, mais qui sont encore plus forts aujourd'hui, ouais. Oui. Gratitude, ça aussi, c'est vraiment un mot qui ressort dans tout le bouquin. Toi, beaucoup, Myriam, par comparaison aux autres. À chaque moment, tu as toujours un moment de gratitude, même dans le creux le plus profond. Tu compares avec les autres personnes qui ont été blessées, qui ont ça, et toujours cette gratitude. Est-ce que tu as toujours été comme ça ? Bah ouais, en fait, après, au-delà de la comparaison, mais c'est vrai que factuellement, ce qui aurait pu se passer, donc sans se comparer aux autres, mais juste comparer à ce qui aurait pu se passer. Je veux dire, Pierre, il aurait pu ne pas revenir, il aurait pu ne jamais se remettre émotionnellement, il aurait pu perdre des copains. Rien de tout ça, en fait. Donc, honnêtement, ouais, on a une chance de fou. Enfin, le verre est à moitié plein. Le verre est toujours à moitié plein. Il a toujours été à moitié plein. Non, mais c'est vrai que c'est un truc... on peut que se sentir plein de reconnaissance. Alors, évidemment, on n'est pas reconnaissant que Pierre ait été au Bataclan ce jour-là et qu'il y ait des mecs qui soient rentrés dans la salle, on va pas se mentir, mais en revanche, dans les circonstances, puisque de toute façon, on ne choisit pas ces circonstances-là, à partir du moment où ça s'est passé, on peut que regarder ce qui s'est mieux passé, en fait. Donc là, on a de la chance. Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et j'ai trouvé que c'était c'était vraiment la gratitude est à travers tout le bouquin, quoi. Donc ça c'est formidable. Enfin, toute votre histoire. J'ai trouvé aussi qu'il y avait tellement d'entraide. Est-ce que vous vous êtes tous les deux sentis toujours épaulés, aidés par des proches, ou est-ce que vous êtes sentis très seuls à des moments ? Non, les gens ont toujours été là. Ils nous ont toujours soutenus et en fait, moi, j'ai quasiment passé aucun déjeuner ou dîner seul pendant 7 mois. Donc, ça montre bien que les gens étaient présents. Oui. Mais non, et Myriam était là tout le temps. Et même, on a eu cette chance de pouvoir s'épauler tous les deux. Et c'est ça qui a forgé un peu l'équipe qu'on est aujourd'hui. Et oui, en fait, quand il y en avait un des deux qui allait pas bien, l'autre était là. Et ensuite, quand les deux n'arrivaient pas à s'en sortir, en fait, il y avait toujours quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis on a des familles qui sont hyper présentes et qu'on aime comme pas possible, donc en fait ça aide aussi vachement. Et ils ont vraiment été hyper avec nous, quoi, tout le temps. Et pareil pour les potes proches. C'est vrai que c'est marrant parce que souvent on a des... vous êtes tellement entourés, quoi. Et puis toi, t'as tout de suite été accueilli par tes parents, Pierre. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Oui, on sent, en fait, il y a plein d'amour, quoi, dans ce livre. Hein. Vraiment plein... Voilà, puis c'est le genre d'événement qui laisse pas beaucoup de place au superflu, en fait. Le coup on se connaît assez vite, très bien. Donc ça aide à aller un peu plus vite. Exactement. Juste une petite question. La notion de victime du Bataclan, victime d'un handicap, comment est-ce que tu gères le regard des autres ? Qu'est-ce que tu réponds ? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres personnes ? Valide et moins valide, je n'aime pas ces termes. Handi, pas handi. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça ? Au début, pour moi, le regard des autres, je savais pas très bien comment le prendre. Du coup, je suis pas sorti de ma chambre tout de suite. Et je suis sorti en février, je crois, de ma chambre pour la première fois. Et non, et après, il y a ce côté où t'as l'impression, en fait, ça dépend des pays dans lesquels t'es. Donc ça, on s'en est rendu compte depuis qu'on voyage beaucoup. Mais en France, il y a souvent un regard pas de pitié, mais avec énormément de questionnement ou de jugement dans le regard de la personne. Et, jugement, carrément. Projection, peut-être. Projection, pas de jugement, en fait, de projection. Et que ta vie est horrible, en fait, c'est ça, la projection, souvent.
ou pas? Alors, que ma vie peut être horrible, alors ça, il y a des gens qui viennent me dire directement, ils viennent me voir, ils font, ça doit être dur, hein. Et en fait, moi, ça va. Mais, oui, qui disent pas bonjour. Et donc, moi, je leur dis non, et ils me disent, si, je sais. Bah, non. Mais mon fils est en fauteuil. Oui. Mais voilà. Ouais. Mais non, mais voilà. Et après, il y a ça, et ensuite, c'est aussi. Et ça en dit long, en fait, c'est souvent ce que la personne ressent, évidemment. Voilà. Il n'y a jamais de mauvaise intention, quoi, mais. Non, mais il y a tellement de malaisance, c'est pas très français, mais voilà. Si, c'est pas français. Malaisance, mais bon, on comprend, je pense. Mais non, mais je sais pas, il y a quelque chose où c'est toujours en fonction de l'âge, évidemment, de la personne qui te regarde, c'est à chaque fois, moi, je ressens, tiens, il a dû avoir un accident de moto, ou le truc comme ça, le truc, il a fait le con quand il était jeune, ou des choses comme ça, et en fait, alors que dans d'autres pays, c'est il est en fauteuil, c'est très bien, et on va aller faire du kayak ensemble. Enfin, il y a aucune ça, c'est peut-être plus anglo-saxon. Ouais, mais anglo-saxon, sud-américain, en fait, beaucoup de pays ne se posent pas de questions sur le handicap et le prennent Oui, non, pardon. Enfin, ne me regarde pas comme ça. Mais j'ai cru que j'allais dire un truc. Mais j'ai juste, en fait, sud-américain, ils te regardent pas comme ça, toi, parce qu'ils voient ton équipement et qu'ils savent que t'es là pour profiter, locaux, etc. En revanche, les gens qui sont en fauteuil en Amérique du Sud ont quand même pas un sort hyper enviable. C'est des gens qui sont cachés, qui restent chez eux. Oui, c'est plutôt leur regard, quoi. Enfin, voilà, non, c'est peut-être plus en effet le côté anglo-saxon qui fait que c'est beaucoup plus agréable d'être en fauteuil dans un pays anglo-saxon. Enfin, il y a beaucoup plus d'inclusion, quoi. Et de toute façon, tout est fait. Je pense que je vous avais dit off micro, n'importe quelle petite école de village, s'il y a un enfant à mobilité réduite, ils doivent adapter toute l'école, quoi. Ouais. Donc Mais d'ailleurs, elle devrait être adaptée même s'il y en a pas, parce que ça permettrait qu'il y en ait facilement après. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'il y en a un qui arrive, ce sera fait, quoi. Sûr. Donc il sera de toute façon accueilli. Donc les regards et le regard des enfants, toujours plus bienveillant, évidemment. Il est génial, en fait, ils se posent pas de questions. Et c'est tout à fait normal pour eux d'être... Enfin, t'es assis, ok. Mais la première question, quand nous, on va échanger avec des enfants dans des classes où ils ont 7, 8, 10 ans... c'est génial que vous fassiez ça. Et en fait, ils nous disent... on leur montre des photos de lama, de trucs comme ça. Et en fait, la première question qu'ils posent, c'est comment tu mets tes chaussures. Donc c'est ou comment tu vas au lit. Donc en fait, oui, c'est ça, ils se fichent complètement de la situation, ils veulent juste comprendre et oui, l'inclusion est facile pour eux en fait. Et c'est juste nous, en tant qu'adultes, qui transmettons à nos enfants et plus par rapport à ce qui nous a été transmis par nos propres parents. Mais en fait, Mais ça change, non? Vous trouvez pas avec tous les médias qu'il y a autour de l'inclusion, vous trouvez pas que ça change? Ça évolue, mais... C'est encore... Bon, c'est peut-être moi je suis que des comptes comme ça. Non, mais c'est ça, en fait, c'est un peu lent, en fait, parce que même quand tu regardes à la télé aujourd'hui, l'inclusion, elle est pas là. Il n'y a pas d'émission avec des handis. La proportion d'handicapés à la télé, elle est quand même minime. Au ciné, ça commence. Il faut aller le chercher, quoi. Oui. Ça prend du temps, mais c'est vrai que ça commence à évoluer quand même. Oui, notamment les réseaux sociaux qui aident quand même pas mal. Grâce à vous, quoi, déjà. Oui. Bon, après, nous, on n'est pas les plus suivis, clairement, sur Instagram, mais du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui commencent à faire ça et qui font de la sensibilisation aussi sur les problématiques que ça implique, mais du coup, en étant factuel. Donc, ça permet aussi de désacraliser un peu tout ça et de pas dire que la vie est un enfer, mais juste de dire, OK, voilà où sont les problèmes, voilà où il doit y avoir des améliorations et qu'est-ce que ça pourrait être si on faisait les choses différemment. Alors, le voyage, c'était le dernier truc qui manquait pour être comme les autres. Toi peut-être tu vas parler de l'association Comme les autres, qui est juste incroyable. Caro, elle en avait déjà parlé aussi sur le podcast. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur l'asso? Et j'ai senti qu'il y avait un tournant énorme dans ta vie après ce voyage à Marrakech. Ouais, en fait, nous on avait fait avant de partir avec l'association Comme les autres, on est parti au Canada pour notre premier gros voyage à l'étranger. Et en fait là, on a quand même un peu galéré dans tous les sens du terme, où on avait emmené énormément de matériel, chaises de douche et autres, et on se faisait des activités très ville et peu nature. Et donc on était rentré un peu fatigué et frustré, surtout Myriam. Et toi, c'était porter tout ce matériel, c'était ça, on était crevé. Ouais, en fait. c'est un peu relou. Mais vous avez un peu profité ou pas tellement? Ça serait vraiment mentir. Je pense qu'à posteriori, on garde surtout les souvenirs de galère, parce que c'est ce que représente ce premier voyage. En vrai, sur place, on était quand même hyper contents de découvrir plein de trucs, etc. C'est juste qu'on était un peu crevés et que
on a passé plus de temps à s'engueuler qu'à vraiment profiter des paysages. Mais en fait, c'est grâce à tout ça que tout le projet est né aussi. Bien sûr, ouais, oui. D'avoir... Donc voilà, et puis comme les autres, ouais. Et du coup, l'asso, comme les autres, en fait, ils emmènent du coup les jeunes blessés médulaires en séjour aventure pour leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas justement toutes ces barrières, c'est celles qu'on s'impose à soi-même, et que en fait, avec un peu d'organisation, tu peux trouver justement des activités qui vont être comme tout le monde, donc aller faire de la tyrolienne au Maroc, aller faire du kayak, etc. Moi, je ferais même pas ça, hein. Mais bon, chacun son truc. Comment est-ce que... Et en fait, ça s'est fait hyper simplement. Les mecs, ils avaient pas forcément l'habitude d'avoir des handis. Et en fait, il y a toujours un système. Donc, tu trouves des solutions. Et c'est ça qui a un peu, qui m'a ouvert les yeux, parce que les proches ne sont pas invités sur ces séjours pour justement sortir du cocon familial. Ah ouais. Et du coup, Myriam était un peu déçue de ne pas être là pendant cette semaine. Et du coup, quand je suis rentré, ça a été un peu tout a changé, quoi. Enfin, moi déjà, j'avais Michael Jérémias qui était là, donc qui est le fondateur de l'asso, qui me disait, en fait, ton fauteuil est beaucoup trop grand. Donc, en fait, tu vas aller voir mon fournisseur de fauteuil et il va te faire un fauteuil à ta taille. Tu seras déjà plus à l'aise. Tu vas mieux te tenir. Tu vas pouvoir mieux pousser sur ton fauteuil. Donc déjà, ça a tout changé à ce niveau-là. Et comment font les gens pour avoir ces infos-là, alors? Ils ont peut-être pas, en plus, ouais. Maintenant, en fait, c'est un peu le gros problème dans les centres de rééducation où tu n'as parfois que un revendeur, alors qu'il devrait y en avoir deux pour avoir deux sons de cloche. Et en fait, encore une fois, l'objectif des soignants, c'est de te remettre dans la vie de tous les jours le plus vite possible, mais en mode confortable. Donc, on te donne quelque chose, un fauteuil qui va être assez large pour pas que t'aies d'escarres et pour pas te blesser, etc. Sauf que quand il est trop large, t'as plus de mal à pousser. Mais sauf que moi, je m'en rendais pas compte parce que je me disais, je suis bien, il doit être à ma taille, mais je me posais même pas la question. Puis c'est la première fois que t'es en fauteuil, en fait, donc tu peux pas savoir si t'es à l'aise ou pas, en fait. Et en plus, tu dépenses déjà beaucoup d'argent pour ce premier fauteuil et t'as pas forcément envie d'aller en chercher un deuxième tout de suite. Et tout ça, c'est remboursé ou pas? Ou il faut quand même débourser beaucoup soi-même? Très peu, c'est très peu. En fait, c'est pris en charge. Il faut croiser les doigts pour avoir une bonne mutuelle. Et la Sécu, elle prend 10%. Après, c'est en train d'évoluer. Ça, pour le coup, la loi est en train d'évoluer. On ne sait pas encore trop dans quelle direction, mais c'est en train de changer. Donc, on verra ce que ça donne. Mais effectivement, jusqu'à présent, tu vois, un fauteuil vraiment sur mesure, etc., c'est entre 6 000 et 10 000 euros pour un manuel. Et encore 10 000, c'est pas les plus chers, mais bon, à peu près. Et à l'époque, en tout cas jusqu'à maintenant, la Sécu prend 600 euros. Donc après, t'as intérêt à avoir une bonne mutuelle. Bon, mais ça bouge encore, j'espère. Écoute, c'est en train de bouger, on verra dans quelle direction. Mais non, et voilà, et du coup, en fait, oui, quand je suis revenu de ce séjour-là, nous, on était en train de planifier notre mariage et on cherchait où partir. Et moi, j'avais déjà fait les parcs de l'Ouest américain il y a 10 ans, et du coup, j'avais envie d'emmener Myriam pour redécouvrir ça. Et en effet, les États-Unis, c'est le pays rêvé pour toute personne en fauteuil, quoi. Ah ouais. Mais c'est magnifique. Juste pour clôturer ce truc comme les autres, j'ai adoré parce que tu utilises t'appelais Myriam tous les soirs et tu utilises le verbe faire qui semblait plus vraiment tout ce que t'as fait chaque jour. Ah, j'ai pris l'escalator. Je sais pas comment tu prends l'escalator en fauteuil. Ça, je me suis dit, j'ai jamais vu ça. Il va falloir qu'on fasse une vidéo. Oui, ça, franchement, je veux. Et je trouvais ça génial que tu partages tous les soirs avec elle. J'ai l'impression que le mot plus jamais, il n'existait plus, en fait, après ce voyage. Donc, c'est quand même, est-ce que c'est ouvert à tout le monde? L'asso, tout le monde peut s'inscrire. Oui. Et en fait, après, c'est... Bon, il faut aimer les sensations fortes aussi, parce que... Ouais, mais c'est pas que des trucs hyper hard. C'est déjà t'emmener en rando, aller faire du parapente. Enfin, c'est pas... c'est pas du tout hard. C'est pas aller faire un saut en parachute dès le premier jour. En fait, un saut en parapente, ça va être tout doux. Nous, on en a fait 2-3 fois. Et en fait, c'est juste... t'ouvrir les yeux sur ce qui est possible. Mais t'as aussi fait du tennis, oui, j'ai fait du tennis. T'as fait du tir à l'arc. Oui. Enfin, c'est quand même un peu différent. T'es pas obligé d'avoir que des activités hyper engagées à sensation forte. Ouais. Non, ça dépend du séjour. Ça peut être... Mais tu dois quand même un minimum te surpasser, quoi. Enfin, ça demande quand même... tu dois être curieux, en tout cas. Oui, c'est un peu l'idée. Si tu t'inscris dans cet associé... Ou pas? Non, t'as pas du tout besoin d'être sportif. Ok. C'est justement, c'est vraiment ouvert à tous. Et en fait, ce qui est très chouette, c'est que l'asso, l'adhésion à l'année coûte 10 euros. Et ensuite, en fonction, il y a un 25-30 séjours par an, je crois. Mm-hmm. Et ensuite, une fois que tu es dans l'association, tu peux participer à un séjour, potentiellement. Et le séjour est entièrement gratuit.
que ce soit pour la personne handi ou la personne valide, parce que l'idée est de justement de mélanger les regards entre handi et valide, et le valide qui vient n'est pas là comme un aidant, mais il est bien là en mode participant, et en effet il aide pour les transferts, parce que c'est plus facile dans une voiture en fonction, mais il est là pour vivre la même aventure et simplement partager une semaine incroyable. Après du coup, peut-être vérifier déjà les 10 € avant d'aller sur le truc, je suis pas tout à fait sûre du montant. Ouais, mais c'est pas cher en tout cas. Non, voilà, vraiment pas très cher. Et après, du coup, il y a quand même des critères de sélection. Alors, je les connais pas à tous, mais ça s'adresse quand même à des personnes qui sont blessées médulaires relativement récentes, qui ont besoin en fait de se reconstruire, etc. Oui. C'est pas juste, je sais pas comment dire ça. C'est pas un séjour loisir, genre je m'inscris dans une asso. Et non, il y a vraiment toute une reconstruction psychique. Voilà, exactement. Oui. C'est quand même une asso qui a pour but d'aider la reconstruction des personnes qui se retrouvent dans ces situations-là. Et donc, il y a un engagement derrière, etc. Donc, c'est mais moi, je pourrais participer oui. Autant que si j'ai envie de vivre cette expérience. Oui. Complètement. Génial. Et après, ils ont en plus, après le côté voyage, ils ont aussi tout ce qui est aide, retrouver un emploi, retrouver des financements si tu as besoin pour un fauteuil. Ils ont plein de créneaux sur lesquels ils peuvent t'aider, avec des ateliers, des responsables sociaux, etc. dans les différentes, parce qu'ils ont plein d'antennes maintenant en France, ils sont plus qu'à Paris. Ils en ont Occitanie, le Sud, l'Ouest, l'Est, le Nord. Et ils sont vraiment très présents et c'est vraiment très chouette. Enfin, les retours sont vraiment très bons. Bah oui, moi j'ai entendu par Caro, puis j'ai entendu, je trouve ça vraiment, vraiment formidable. Alors on arrive, vous avez voyagé aux États-Unis et puis vous avez adoré, et puis qu'est-ce qui s'est passé après ? En fait, effectivement, on est parti en voyage de noces aux États-Unis et ça a été assez révélateur pour nous. On a quand même retrouvé les sensations qu'on aimait dans le voyage de liberté, les grands espaces, le fait de pouvoir rouler pendant des heures en étant tout seul et puis après d'aller se balader dans des paysages de fou. Et en fait, du coup, on n'a pas eu envie d'arrêter là. En fait, on s'est dit deux choses. Déjà, on s'est dit quand même, on vient de retrouver cette liberté-là, on n'a pas du tout envie d'aller se remettre derrière un bureau. Ça, c'était la première. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, c'est quand même con parce que on se rend compte, nous, en planifiant ce voyage, que si on avait accès plus facilement aux informations, on aurait probablement beaucoup moins de barrières pour se lancer dedans. Et donc, on a eu envie de partager les infos qu'on avait, parce qu'à l'époque, il n'y en avait quasiment pas, en fait, sur Internet. Et même dans tout ce qui était américain, il n'y avait pas à chaque fois le petit signe ou pour les réservations d'hôtels et tout ça, c'était plus facile aux États-Unis, mais malgré tout, quelqu'un qui est en France et qui n'a pas l'habitude justement d'avoir des hôtels qui proposent ce genre de service, va pas forcément avoir le réflexe d'aller regarder aux États-Unis si oui, ils l'ont ou pas. Oui. Donc en fait, globalement, s'il n'y a pas d'info qui dit il y a du voyage accessible, déjà intéresse-toi à ce qui existe, en fait, les gens n'auront pas forcément de réflexe d'aller se renseigner pour savoir ce qui est possible pour eux. Ouais. Et donc, du coup, on a eu envie justement de créer un média pour balancer un maximum d'infos sur le voyage. Et donc, on a créé Wheel World. Et on s'est lancé dans un tour du monde en 2019 parce qu'on s'est dit, pour que ce média soit utile, en fait, il faut qu'il y ait un maximum de destinations dessus. Et notamment des destinations où, de prime abord, on se dit pas, tiens, ça va être accessible. Ouais, parce que c'était pas le plus simple. Chaque fois, je me dis, il y a que des obstacles. C'était pas le plus simple. Et on a commencé bien dans le dur parce qu'on a commencé par l'Amérique du Sud et franchement, c'était vraiment, vraiment vous dites pas facile. Un petit peu, non, ça n'avait pas l'air simple et je me disais, putain, là, ils vont se planter. Enfin, il y a eu quand même des embûches. Vous dites juste votre petit tour parce que, voilà, moi je l'ai lu, mais... Non, l'idée du tour du monde était de partir en étoile, donc à chaque fois on partait dans un continent pendant 3 mois et demi. Donc on a commencé par l'Amérique du Sud avec Pérou, Bolivie, Chili, Argentine et Brésil. Et ensuite on est parti pour le Nouvel An en Australie. Et donc là on a passé 1 mois et demi là-bas et 1 mois et demi en Nouvelle-Zélande. Et après, malheureusement, on aura le temps d'en discuter un peu plus loin dans le podcast, mais on devait avoir également l'Afrique et l'Asie. Mais en mars 2020, il y a eu un petit truc qui est tombé sur la Terre. On a tous été concernés. Mais bon, vous avez pu déjà faire un voyage de 7 mois. Donc vous aviez déjà de la matière, quoi. Ouais, bien sûr. On a pu faire 7 mois. Et puis, en vrai, on ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu le Covid. Si ça se trouve, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On n'en sait rien. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais. Alors, moi, je sens un grand tournant. En fait, il y a des tournants tout le temps dans le livre, en fait. Qu'on passe du voyage au défi sportif. C'est quand même... Il y a cette image du tandem, moi, qui m'a hyper fort marquée.
Donc là, c'est quand vous êtes arrivé, c'est Nouvelle-Zélande, le tandem, qui pour moi est vachement symbolique. Vous allez expliquer ce vélo, l'image du couple, l'image du handicap, un sport d'équipe, la communication, l'équilibre. Enfin, moi, j'oublierai jamais cette image. Enfin, peut-être vous l'avez pas vécu comme moi, mais moi, je me suis dit, mais quelle puissance de l'image à deux. Et puis, les imprévus, les obstacles, les solutions, les obstacles, les renoncements, les obstacles, l'entraide. Enfin, c'était dingue, quoi, cette image. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Ça n'avait pas l'air simple, n'empêche. C'était pas simple, c'est sûr, c'est clair que c'était pas simple. Je sais pas, tu veux raconter ou? Ouais, je peux. Non, le tandem, en fait, nous, on n'en avait jamais fait. On en avait fait une seule fois pendant un triathlon. On avait découvert ça avant de partir avec d'anciens collègues. Et donc, c'est un tandem sur lequel la personne qui est à l'arrière tient le guidon, du coup, la direction, les pédales, les freins, les vitesses. Donc, elle a tout dans les mains. Et la personne qui est devant est en position semi-couchée avec un main d'allié, donc pour pédaler avec les mains et accompagner. Et en fait, c'est Et tu dois garder ton équilibre tout le temps, quoi. Alors ça, c'est la personne de derrière. La personne qui est devant, elle peut pas vraiment gérer son équilibre, parce qu'en plus, moi étant assis devant, je pouvais vraiment rien faire. Et le vélo fait 50 kilos. Quand il y a besoin de faire une pause, il faut absolument que je puisse m'accrocher quelque part, parce que sinon Myriam peut pas tenir le vélo entre ses cuisses. Et on n'a pas le fauteuil, parce que le fauteuil ne peut pas s'accrocher sur le vélo. Du coup, si je tombe, c'est un peu la merde. Mais donc ça veut dire que quand on s'arrête, il faut toujours se mettre contre un arbre. Ouais. Bah disons que si je tiens le guidon, ça va en fait. Enfin tu vois, on peut s'arrêter genre 10 minutes. Ça veut dire que tu dois porter tout son poids, quoi. Ouais, c'est un peu galère. Du coup, on peut le faire, mais tu vois, si je dois aller chercher ma gourde dans ma sacoche, on peut plus parce que si je lâche une main, en fait, on tombe tous les deux, quoi. Donc, sur des routes nationales avec des camions. C'est un petit challenge. Mais c'est vrai que t'as ce côté quand même où le flip, parce qu'en Nouvelle-Zélande tu captes pas. Et c'est vrai que du coup, te dire je me casse la gueule au milieu de la route avec que des gens qui passent super vite ou personne du tout pendant 2 heures et de pas pouvoir se remettre tout seul sur son vélo, j'avoue que ça a rajouté un peu de piment à cette aventure incroyable. Donc on a quand même traversé toute l'île du Sud à vélo. On a fait plus de 700 km avant d'être bloqué par le Covid. Et c'était complètement fou, mais en même temps, c'était quand même super stressant, quoi. Mais c'était un peu inconscient. Mais vous n'êtes pas mis en danger? Vous êtes mis en danger? Non, on s'est pas mis en danger. Je pense pas. En vrai, je pense pas. Surtout qu'on avait de la chance pour le coup. Là encore, le côté collectif, mais on avait des potes qui étaient là, au moins pour porter nos bagages. Donc ça, c'était très cool. Et c'est vrai que du coup, sur la fin du séjour, notamment, on a un pote qui s'arrêtait quand même régulièrement, vérifier qu'on arrivait, etc. Ouais. Parce que comme on captait plus du tout, il voulait quand même s'assurer qu'il y avait pas trop de soucis. Ouais. Et on faisait des étapes, en gros, sur la fin, c'était plutôt entre 100 et 120 bornes. Mais du coup, il était quand même là pour faire des allers-retours régulièrement, vérifier que tout allait bien et tout ça, et nous attendre quelques kilomètres plus loin. Donc, c'était assez rassurant. Mais là, on sent la symbiose, symbiose. Enfin, vraiment, vous êtes... j'avais l'impression que c'était tellement... L'équilibre était tellement difficile à trouver que vous deviez tout le temps être en accord, quoi. Moi, je trouve que, en fait, votre couple est à l'image de ce tandem, quoi. Bah, ça n'a pas été simple, hein. Rassurez-moi que vous êtes... Non, un tandem, c'est comme un kayak, hein. Le kayak, ensemble, on va pas droit. Et le tandem, alors, on est obligé d'aller droit, mais en même temps, c'est un peu un enfer, hein. Parce qu'on n'a pas du tout le même état d'esprit sur le vélo, sur l'effort. Mais tu vois, comme quoi, quand c'est moi qui tiens le guidon, on va droit, hein. Super. Hein. Myriam. C'est cadeau. Généralement, dans les kayaks, c'est elle qui est à l'arrière, on va toujours pas droit. Hein. Mais voilà. Non, c'est une belle image quand même. Non, mais en effet, c'était très chouette, mais c'est vrai que moi, dans l'effort, j'aime bien savoir ce qui m'attend. Et du coup, je le disais à Myriam, elle m'engueulait. Et quand je suis dans l'effort, je veux attendre qu'on soit à la fin de l'effort pour savoir que c'est fini. Sauf que Myriam, elle aime bien dire, il reste 10 mètres. Et donc moi, ça m'énervait. Donc il y avait un... Je l'ai pas senti dans le livre. Ouais, mais c'était... Ok, mais voilà, c'est bien, c'est le behind the scene. C'est ça. Oui. Mais voilà, mais c'est ce genre de truc. Et mais après, on s'est trouvés et on savait exactement ce qu'il fallait faire pour que chacun aille bien, puisse se reposer un peu, etc. Enfin, c'est... Donc non, on a trouvé notre rythme et... Mais c'est vrai que ça nous a bien aidé à nous comprendre. En fait, on n'avait pas le choix parce que du coup, comme c'est dur de trouver des logements accessibles, on avait été obligé de tout réserver en avance. Donc en fait, nos étapes, elles n'étaient pas du tout changeables, pas flexibles du tout. Et donc du coup, on devait passer du point A au point B tous les jours. On n'avait pas le choix et le seul moyen de le faire, c'était d'être sur notre tandem puisqu'on n'avait pas d'autre option en fait pour parcourir les kilomètres. Et du coup, au début, ça a été hyper, ça a pas mal clashé quand même. C'était compliqué.
En fait, à un moment, tu dis, si je veux y arriver, je suis obligée de me parler, de me comprendre. Donc, on a commencé à vraiment apprendre à se parler de manière plus sereine, etc. À se dire ce qui nous avait posé problème dans la journée, tu vois, à t'être reposé le soir et tout. Et du coup, ça nous a quand même bien aidé pour la suite à mieux communiquer. Et le fait que même, tu vois, quand on fait des randos et tout, finalement, on est un peu un seul organisme, on est obligé parce que sinon, on va pas très loin. Et c'est pareil, ça nous aide aussi à parler, à se préparer, etc. Donc, c'est... Bon, voilà. C'est la belle image du tandem quand même. Il n'y avait pas les clashs, Exactement. Bon, moi j'ai un petit... d'abord, je vais inviter tout le monde à lire ce livre parce que c'est un super tour du monde en fait. C'est génial, on le fait avec vous. J'ai un petit jeu questions-réponses. Donc vous devez répondre de manière hyper spontanée. Toutes des petites questions. Quelle était la plus grande surprise ? En fait, finalement, ça peut être le tour du monde ou ça peut être avant aussi. C'est peut-être pas évident de répondre. Non, mais l'impact du collectif. Enfin, de se rendre compte qu'en effet, il y a toujours de l'entraide et on arrive toujours à notre fin. Ouais, les possibilités, j'aurais dit. Juste, honnêtement, à chaque fois qu'on teste un nouveau truc, globalement, ça marche. Et c'est assez fou, en fait. Génial. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé ? L'impact du collectif. Ça va, je déconne. Ça peut être un paysage, ça peut être une personne, ça peut être... C'est pas facile, hein ? Non, c'est pas facile. Non, moi, je dirais juste la liberté, en fait, des grands espaces. C'est un sentiment qui est indescriptible pour moi et que je cherche à retrouver à chacun de nos voyages. C'est fou, en fait, la liberté qu'on a quand on découvre les paysages qu'on a découverts, que ce soit le Kilimandjaro, l'Amérique du Sud. Et peut-être d'autant plus après tout ça. Et d'autant plus après tout ça. C'est un truc qu'on pensait pas pouvoir revivre et on le revit puissance 1000. C'est incroyable, en fait. Ouais. Toi aussi ? Oui, j'aime. Même réponse. Alors je pense que c'est la même question. En fait, le moment le plus fort, vous êtes senti tout minus par rapport à cette nature. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier ? Au pied du Perito Moreno, en kayak. Une falaise de glace de 100 mètres. Et nous, on était en kayak au milieu des icebergs, juste en dessous, quoi. J'ajouterais aussi au pied de la pente de l'ascension finale du Kilimandjaro, parce qu'on a gravi le Kilimandjaro en 2022. Et en fait, quand tu te retrouves au pied de la pente finale que tu vas devoir aborder pour monter jusqu'au sommet, qui est en fait un espèce de mur de sable vertical, tu te sens bien petit quand même. Ce qui vous a le plus ému ? Le renoncement sur le Kilimandjaro. Devoir s'arrêter à 150 mètres du sommet parce que c'était trop compliqué. Ouais, mais moi je retiens quand même des choses avec vous. Que le renoncement, c'est... Enfin, moi, ça, j'oublierai jamais de nouveau. C'est savoir se réjouir du chemin parcouru avant de regretter celui qu'on n'a pas emprunté. Et ça, j'ai trouvé très beau comme définition. C'est vous, ça vient de vous, Ça vient de vous. Oui, c'est beau, ça. Ça vient de nous. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est très vrai, bien sûr. En fait, 150 mètres, il restait. Mais est-ce que c'était un échec pour autant ? Pas du tout. Sur le moment, beaucoup. Sur le moment, ça a été hyper dur. Je pense que c'est la décision la plus dure qu'on ait eu à prendre depuis qu'on se connaît, en fait, de faire demi-tour à ce moment-là. Mais aujourd'hui, on sait que c'était pour le meilleur et qu'on a bien fait de le faire. Même s'il y a toujours ce petit pincement de se dire 150 mètres quand même. Mais vous voilà. allez peut-être retourner, Je sais pas si on y retournera. Mais ceci étant, il y a un film qui sort bientôt sur cette ascension. On ne sait pas encore exactement où il sortira, mais en tout cas, il est presque terminé et on a assez hâte que tout le monde puisse le voir. Alors, la question, les plus belles rencontres, ou la plus belle rencontre ? Je trouve ça hyper difficile parce qu'en fait, c'est assez dingue les rencontres qu'on a faites. Et tu vois, j'ai envie de dire, on a rencontré des amis, c'est-à-dire c'était déjà des amis avant, ils ont voyagé avec nous et on les a re-rencontrés différemment. Et puis, il y a des gens qu'on connaissait pas du tout et qui nous ont aidés dans des moments improbables, tu vois, sans qu'on ait rien à demander, etc. Et c'était des super belles rencontres aussi, qu'on garde le contact ou pas. Après, ça reste des rencontres qui nous marquent vachement. Je trouve ça, en fait, la rencontre, c'est vraiment le fil rouge de tout notre voyage, donc je trouve ça hyper difficile d'en choisir une en particulier. Oui, c'est arrivé régulièrement que des gens proposent de l'aide. Tout le temps. C'est juste incroyable. Mais pas de manière intrusive, tu vois. Oui, c'est vachement bien. Mais ça, c'est en important aussi. Ouais. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, où justement le regard dans la rue, dans une ville, à Paris par exemple, d'une personne qui va être... ça doit être dur. Et en fait, quand on est en rando, les gens viennent nous voir et nous disent « Vous voulez un coup de main ?» Et tu leur dis « Non, on continue. » Et les mecs te disent « Ah bah très bien, vous nous dites si on se recroise ou quoi. » Et ensuite, les moments où on a les plus beaux moments de partage, c'est surtout quand on arrive à
à quelques mètres du sommet et que justement il y a un mur d'escalier ou un truc comme ça, trop compliqué pour nous deux. Et en fait là, les gens se disent, en fait, si lui est arrivé là, mais il n'y a pas de raison qu'il puisse pas arriver jusqu'en haut. Et du coup, à chaque fois, on a le petit coup de pouce qui fait du bien. Mais je trouve ça trop beau, quoi. Mais en fait, il faut réaliser que peut-être que le plus heureux dans l'histoire, c'est celui qui aide. On reçoit bien plus. Mais les gens sont trop contents à chaque fois. Évidemment, c'est merveilleux, quoi, de pouvoir. Moi, je trouvais ça hyper. L'entraide, c'est aussi le mot clé, quoi. Hein. Donc le plus dur. Le plus dur, moi, je dirais que c'est le manque global d'accessibilité. En fait, nous, on adore se lancer. On sait que la nature, c'est pas accessible, entre guillemets. Enfin, dans le sens où, forcément, c'est des chemins, des cailloux, des machins et tout. Donc, c'est forcément compliqué. Et on choisit d'aller se mettre là-dedans. Donc, ça, c'est top. Mais pour le faire, on a besoin d'énergie. Et quand on voit qu'en fait, il y a des trucs simples qui pourraient être mis en place pour que les hébergements, par exemple, soient accessibles et que c'est pas fait ou ça dépend des pays, etc. Mais ou que c'est mal fait. C'est compliqué parce qu'en fait, du coup, toi, tu te réveilles le matin et tu dépenses déjà quasiment toute ton énergie juste à aller prendre ta douche pour Pierre et puis moi à l'aider du coup à le faire parce que parfois c'est vraiment galère. Et en fait, c'est chiant. Et tu te dis, en fait, ça c'est vraiment dur parce qu'il y a une question de volonté là-dedans. Tu vois, ça pourrait être pensé différemment et ça l'est pas. Ça change grâce à des médias comme le vôtre. Hein. Il y a des choses qui évoluent et c'est très très cool. Et d'ailleurs, on le voit, parce que du coup, au-delà du média, nous on fait aussi du conseil justement sur l'accessibilité pour consultance alors. Tout à fait, exactement. Mais quoi, des hôtels, des organisations de voyage. Tous les acteurs du tourisme, en fait, tu vois, on travaille sur des parcours clients, sur des chambres, sur des plans, sur plein de trucs, et on voit que les gens ont cette envie de faire évoluer les choses. Forcément, ça prend du temps parce que parfois c'est des investissements, parfois c'est des choses à bouger et tout, mais on essaye aussi de donner des solutions pratiques, simples, qui coûtent pas des fortunes pour améliorer un minimum l'accessibilité. Et c'est important. Et surtout montrer que c'est faisable facilement et que c'est pas une épreuve de devoir accueillir une personne en fauteuil. En fait, elle demande juste 10 cm de plus par-ci par-là et une barre dans la douche pour faire son transfert. En fait, c'est pas... Oui, donc il y a moyen de faire ça à petit prix. Et puis, comme on disait off-micro, je trouve que ça dit beaucoup de l'ouverture d'esprit de l'endroit. Et on a envie d'avoir on a presque envie de choisir un hôtel qui est accessible, même si on n'en a pas besoin pour soi, quoi. Ça dépend des gens. Après, t'as aussi des gens qui considèrent que la chambre accessible, du coup, ça va leur porter la poisse. Tu vois, voilà. No comment. Certaines personnes demandent des réductions parce que la salle de bain ressemble à un hôpital. Voilà. Bon, après, il y a aussi des salles de bain qui ressemblent à un hôpital. Si c'était mieux fait, ça n'entraînerait pas ce genre de réaction. Mais certaines personnes demandent une réduction parce que c'est moche, quoi. Bon, ça, je n'avais pas entendu, mais on va passer de commentaires. Hein, Alors, le plus risqué, je pose cette question-là parce que je trouve qu'on sent que vous parlez souvent de la sécurité des gens qui vous aident et que c'est hyper important pour vous et que ça a l'air d'être présent sur les réseaux et tout ça aussi. Il faut que personne se mette en danger. Est-ce qu'il y a eu un moment très risqué ? Finalement, pas tant que ça. Enfin, je sais pas, peut-être que tu as un avis différent, mais... Ouais, c'est ça. Le Kilimandjaro, c'est là où on a eu le plus de risques sur le collectif, entre guillemets. Bon, la Nouvelle-Zélande, moi, je pense qu'il y avait du risque quand même pour nous. On a fait attention, etc. Mais il y avait du risque. Le Kili, effectivement, l'idée, c'était de se dire que les gens qui travaillent, l'équipe qui nous a accompagnés, les guides, les porteurs, etc., ils n'avaient pas l'obligation de le faire dans le sens où, en fait, nous, on était des clients comme les autres. Et le fauteuil rajoutait quand même une difficulté. Et c'est vrai que s'il y en a un qui se fait une cheville parce qu'il a aidé à porter Pierre à un moment où il y avait beaucoup de cailloux, il est cuit pour sa saison. Il est cuit pour sa saison. Donc ça, c'est vrai que c'est un risque alors qu'ils ont accepté de porter, parce qu'au départ, on s'était dit justement, on est un peu en train de leur imposer le projet dans la tronche et tout, et finalement, on s'est rendu compte que c'était devenu leur projet aussi et qu'ils étaient vraiment, ils voulaient vraiment qu'on arrive en haut ensemble. Donc ça, c'était top. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'à un moment, on s'est arrêté aussi près du sommet, c'est que ça devenait trop dangereux pour Pierre qui était porté par des gens qui arrêtaient pas de glisser dans le sable, etc. Mais aussi pour les mecs qui risquaient vraiment de se faire mal. Et c'est là où on s'est dit, ça vaut pas la peine, en fait, à un moment, juste pour 150 mètres de plus et pour le symbole du sommet, alors qu'en réalité, on y est déjà plus ou moins, en fait. C'est le chemin qui compte et pas tellement le sommet en lui-même. Et donc, du coup, c'est là qu'on a décidé de s'arrêter. Encore 2 petites questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux limites qu'on s'impose ? J'y vais. En fait, les limites qu'on s'impose, il y a plein de gens qui disent les seules limites, c'est celles qu'on s'impose. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que c'est les premières.
Les premières limites sont celles qu'on s'impose, c'est pas les seules. Parce qu'en réalité, il y en a plein des limites. C'est vrai que quand on est en fauteuil, forcément, il y a des trucs qu'il faut gérer différemment. Il y a des choses qui sont possibles autrement, pas impossibles, mais possibles autrement. Donc il y a des limites. Mais du coup, si on commence par s'imposer des limites, en fait, on n'essaye pas, donc on n'apprend pas, et donc on n'y arrive pas. Et je pense qu'en fait, il faut déjà essayer de voir ce qu'on a envie de faire et se lancer dedans et essayer de casser un peu tous les stéréotypes que la société nous impose et l'image du handicap, etc. nous impose, parce que, en fait, ça n'a pas vraiment lieu d'être. Je dis pas quand on veut, on peut, parce qu'encore une fois, c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai. En revanche, il y a plein de trucs qui sont faisables si on se fixe des objectifs qui sont réalisables, mais il faut pas que les objectifs soient trop bas, parce qu'il y a toujours la possibilité d'aller un peu plus haut que ce qu'on pense, en fait. Et oser. Et oser, toujours. Oser. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça ? Non, mais c'est vrai que oser, c'est clé, parce que nous, c'est ce qui nous a permis de nous lancer en se disant, tiens, on va aller tenter, on va aller grimper dans un hélicoptère, on va aller faire une rando, on va trouver un système. Et en effet, toutes ces barrières qu'on avait au départ, on a appris à les défoncer une à une. Oui. Clairement. Vraiment, les dégommer une à une. Mais voilà, c'est ça, et on continue encore aujourd'hui, parce qu'il y a certainement des barrières qu'on se met devant certains trucs et auxquels on les a peut-être pas encore croisés sur notre chemin, mais c'est sûr qu'on continuera de faire ça, parce que c'est ça qui nous fait rêver et qui nous pousse à vivre pleinement. Et puis qui est hyper inspirant pour nous, quoi. C'est gentil. Je sais pas, mais en tout cas, c'est gentil. Oui, on a tous des rôles modèles, c'est hyper important. Petite question piège, le conseil que vous avez envie de donner au couple. Ne faites pas de tandem. Voilà, c'est très bien. Non, mais je sais pas. En fait, c'est des trucs à la con. Moi, j'ai un peu l'impression de faire de la psychologie de comptoir, mais non, mais en fait, faut apprendre à se parler de manière dépassionnée. Les moments de stress ne sont pas les bons moments pour mettre les choses au point. C'est jamais très serein, donc ça sert à rien. L'idée, c'est d'essayer plutôt de réfléchir à ce qu'on a vraiment ressenti face à telle ou telle situation et de l'exprimer de manière soft et tranquille a posteriori à la personne qui partage notre vie. Mais voilà, si j'étais à un comptoir avec un petit verre de vin blanc, ça passerait peut-être vachement mieux. Mais je trouve que ça passe très bien. Non, conseil au couple. Je dois pas être la première à dire que c'est un livre d'amour quand même. C'est un livre sur une magnifique histoire d'amour quand même. Oui. On aurait pu lui donner plein de titres à ce livre. Enfin, c'est à votre histoire, quoi. Oui, une histoire magnifique. Non, oui, c'est. Bon, il y a peut-être pas de conseils à donner, hein. Non, mais celui-là était très bien. Voilà, c'est parfait. Bon, maintenant, plus vraiment votre activité, parce que je pense pas que les gens réalisent ce que ça représente comme montage, comme travail, comme sollicitation, comme budget, comme voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Instagram versus réalité ? Parce que on voit des musiques magnifiques, voilà, mais c'est un taf de malade, quoi. C'est beaucoup de boulot, ouais. Tu veux raconter un peu ce qu'on fait ? Ouais. Tu veux que j'y aille ? Non, je vais y aller. Allez, vas-y. Parce qu'on a, voilà, peut-être les gens se disent, mais ils font que voyager, c'est trop cool, quoi. je l'imagine. Alors certains nous disent même qu'on part en vacances. Oui, c'est ça. Chacun ses vacances. Non, en termes de boulot, en fait, c'est quelque chose qu'on a complètement découvert en 2019 quand on s'est lancé pendant le tour du monde, et ensuite en 2021 quand on a créé notre boîte, parce qu'avant on était une association. Et aujourd'hui, en fait, on a 3 casquettes. Donc, on a le côté créateur de contenu. Donc, on est sur Instagram, un petit peu sur YouTube, où justement, on va montrer tous nos voyages de manière un peu jolie, avec de belles images, de belles photos, vidéos. Et des conseils pratiques. Et des conseils pratiques, évidemment, pour permettre à des personnes en fauteuil d'avoir les bons tips. Donc, c'est pas les mêmes vidéos que sur Insta. Hein. Insta, c'est plutôt format court. Moi, j'ai pas été voir la chaîne YouTube. Honte à moi. Là, il y a beaucoup plus de conseils. Ouais, mais alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du YouTube, en fait, pour être tout à fait honnête. On avait fait pas mal de vidéos parce que quand on est rentré de Tour du Monde, on a lancé une série qui s'appelle Les Éclaireurs pour aller montrer tout ce qui était faisable comme activité outdoor en France. Ok. Et donc on a fait quasiment 10 épisodes, je crois, dessus. Génial, 6, 7. Un peu plus, ouais. Et bref, du coup, on a fait ça et puis on a fait quelques vlogs. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi les formats courts parce que ça prend aussi moins de temps. On a pas mal de taf, donc c'est compliqué de monter des formats longs. Non, mais c'est bien parce que les idées principales ressortent bien. Voilà. Mais on aimerait bien, pour être honnête, développer un peu plus YouTube. Mais c'est très chronophage. C'est beaucoup d'énergie. Et là, pour l'instant, on essaye aussi
de continuer le blog, qui est hyper important pour nous, de continuer Insta et de développer justement les autres activités dont Pierre va parler dans 2 minutes. Donc oui, donc ce petit côté créateur de contenu où on travaille avec des offices du tourisme, avec des privés, etc., de manière à mettre en avant leurs initiatives inclusives un peu partout à travers le monde. On a un côté... Ça, c'est vos clients, alors. Ça, c'est nos clients. Oui. On est également conférencier, et du coup, on intervient dans les entreprises et en école également de manière à partager un petit peu nos aventures et un peu ramener ça aussi au contexte des différentes entreprises. Donc, on pourrait essayer un peu de montrer que rendre accessible, c'est important, ça permet de libérer les personnes. Le côté collectif aussi qui est hyper important. Donc là, on peut aussi jouer avec des ateliers de manière à mettre en situation de handicap des collaborateurs, de manière à vraiment leur montrer les difficultés de cette vie-là. Et ensuite, on a un côté donc consultant, où donc là, on a tout ce qui est accompagnement, expérience client, mobilité réduite. Et donc là, en fait, on va essayer d'accompagner des hôtels, des offices du tourisme pour qu'elles comprennent mieux les besoins d'une personne à mobilité réduite, de manière à pouvoir mieux les accueillir avec les bons équipements et leur transmettre la bonne information sur place de ce qui est à disposition en termes d'hébergement, en termes d'activité et en termes d'équipement, que ce soit pour aller faire du ski, pour aller faire une rando, et savoir qui contacter, comment. Est-ce qu'il y a une obligation légale ? Les hôtels n'ont pas d'obligation d'aménager. Il y a pas des lois qui sont passées par rapport à ça et tout ? Bien sûr. Si. Oui, bien sûr. En fait, la norme, elle est nationale. Alors déjà, en fait, la loi qui est en France, elle date de 2005, avec une application normalement au plus tard en 2015, ce qui nous fait beaucoup sourire. Oui, donc encore une fois, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, et je pense que là-dessus, les JO sont quand même un catalyseur de changement, parce qu'il y a des budgets, puis il y a une envie quand même de ne pas passer pour des cons. Pardon. Non, mais sur l'accueil, il y aura les Paralympiques, quoi. Donc, voilà. j'imagine. Exactement. Donc, non, mais c'est important. Il y a une vraie envie. Je dis ça en rigolant, mais il y a une vraie envie. On sait toujours pas comment. Le métro, il va pas du jour au lendemain devenir accessible. Enfin, c'est des budgets monumentaux. Oui, donc ça va être beaucoup plus de bus et tout ça. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est plutôt, en gros, si je ne peux pas rendre mon infrastructure accessible, comment je fais pour proposer des solutions de contournement qui donnent à peu près le même service que si je prenais le métro. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Oui, je sais pas si ça va mettre le même temps, mais nous, en Belgique, en fait, tous les métros sont accessibles. Oui, on sait. un ascenseur. Mais oui, mais ici, c'est un tel dédale. C'est juste le temps. Il y a le côté dédale, le côté ancien, etc. Oui, nous, on comprend tout à fait. Oui. C'est très bien que tout ce qui est nouvelles stations, etc. soit mais quelles sont les rendu solutions accessible. Après, oui. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à changer. Aujourd'hui, les bus de Paris n'ont l'obligation de ne prendre qu'un fauteuil à chaque fois. Donc, si tu es 2 copains en fauteuil, tu prends 2 bus différents. Voilà, enfin, c'est plein de petites choses qu'on espère qu'ils vont changer avec les JO, parce que si ça change pas, les transports vont être un peu compliqués au mois d'août. Mais voilà, en fait, il y a des évolutions qui arrivent là-dessus, mais c'est vrai que on croise les doigts pour que ça avance plus vite. En pré-interview, là, on avait parlé du sport santé, que vous voulez vraiment, c'était votre combat là maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça ? Ouais, en fait, ça fait partie des thématiques qui nous intéressent vachement. Alors, il faut savoir que Pierre et moi, on n'était pas très sportifs à la base, on faisait pas trop de sport, etc. J'ai un peu du mal à imaginer parce que. Vraiment, je te garantis, on faisait pas de sport quand on s'est rencontrés, on faisait pas de sport. On courait un peu, mais c'est à peu près tout. Enfin, moi, je courais un peu, Pierre faisait du squash un peu. Mais bon, voilà, ça restait vraiment plus du loisir qu'autre chose. Et en fait, quand on est parti pour le Kilimandjaro, on est parti avec notamment un ami, Nico, qui nous a dit non mais les gars, moi je ne viens pas avec vous si on se prépare pas physiquement, c'est-à-dire qu'à un moment faut arrêter de faire n'importe quoi, on se prépare parce qu'on en a besoin. Et effectivement, en plus on sortait du confinement, enfin voilà, on était physiquement pas du tout au top de notre forme. Bien un tout petit peu trop de rosé, voilà, un petit peu trop de rosé, un petit peu trop de cookies, le mélange était pas foufou, donc c'était pas top. Et du coup on s'est lancé dans le CrossFit. Donc c'est un sport qui a l'avantage d'être hyper inclusif parce que tout est adaptable à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut en faire quand on est enfant, on peut en faire quand on est senior, on peut en faire quand on est amputé, quand on est en fauteuil, enfin bref, tous les mouvements sont adaptables. Et donc ça nous a fait vachement de bien. Alors c'était un entraînement très intensif pour le coup au départ, mais nous on s'est vraiment découvert une passion pour le sport, et on s'est rendu compte que ça nous faisait vraiment beaucoup de bien, et que finalement quand il était adapté aux capacités de chacun, ça pouvait vraiment faire des miracles sur le fait de se sentir bien, en fait, de mieux dormir, d'être capable de faire plus de choses, d'être plus autonome aussi pour Pierre quand il a plus de bras. Et du coup, c'est un truc qui nous tient vachement à cœur. Donc là, on se lance régulièrement des défis. Bon, la traversée de la Nouvelle-Zélande était un peu le précurseur de tout ça, finalement, parce qu'on a bien souffert du fait de ne pas être préparé.
puis le Kilimandjaro. Et là, bientôt, on va essayer de courir un semi-marathon qui est dans moins d'un mois d'ailleurs. Et pour lequel il va falloir qu'on reprenne la préparation parce que les voyages n'aident pas beaucoup à se préparer à ce genre de défi. Quand même, parce que moi je vous vois gambader comme des malades pendant les voyages. On bouge beaucoup, mais c'est vrai que le côté entraînement au long cours est plus difficile. Tu pousses quand même, vous êtes quand même sur des longues routes, vous bougez quand même, plus que quelqu'un qui reste à Paris et qui bosse, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est très bien pour la préparation générale. Maintenant, tu as quand même, en fonction des épreuves, des préparations spécifiques. Typiquement pour la course à pied, il y a quand même des trucs, tu peux pas t'en exonérer. Genre de faire du fractionné et puis d'aller courir des distances un petit peu longues. Et toi, tu vas faire tout en poussant avec tes bras. Avec mes petits bras. Tout seul. On a choisi un parcours plat. C'est mieux. Et tu as déjà fait une distance pareille ? La dernière fois, là, en m'entraînant, j'ai fait 13. Du coup, 21, c'est que 8 de plus. C'est juste. J'étais aussi en train de calculer. Oui, c'est juste. Merci pour votre confiance. C'est hyper dur ou pas ? Quand c'est plat, c'est cool. Ouais. Dès qu'il y a un peu de dénive, ça commence à être plus compliqué, mais en soi, ce serait faisable. Mais c'est pour ça qu'on a choisi pour le premier un truc plat, se tester, et on verra si on en fait d'autres. En fait, quand c'est plat, tu vas plus vite que moi. Vraiment. Oui, parce que avec l'élan, la propulsion, c'est ça. Ouais. Mais en fait, tu dois quand même à chaque fois redonner un coup, quoi. Ah oui, donc, c'est pas forcément moins d'effort. J'ai pas dit que c'est moins d'effort. Je dis qu'il va plus vite que moi, c'est tout. Et je pense qu'en cardio, c'est peut-être un peu moins violent aussi. Le fait d'avoir entre guillemets que les bras qui bossent, il y a un peu moins de cardio. Oui. J'ai hâte de suivre tout ça. Quels sont vos grands rêves pour le futur ? Alors, sport santé, je repose une question. Est-ce que vous voulez en parler dans des conférences, dans des écoles ? C'est quand même vachement important, même pour plein de maladies chroniques, en fait. Ouais, non, c'est sûr. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment une conférence qui parle de sport santé dans le sens où c'est la thématique principale. En revanche, c'est un peu, ça fait partie des fils conducteurs quand même de ce qu'on amène, que ce soit dans la performance collective ou que ce soit dans notre conférence un peu phare qui s'appelle Vivre, c'est d'abord oser. Ça fait partie des sujets. Ça, c'est une conférence qu'on peut vous commander ? Bien sûr. Bien sûr. Donc en entreprise, en privé. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et on intervient aussi donc dans des écoles, etc. Mais c'est des conférences qu'on fait souvent. Donc il y a Vivre, c'est d'abord oser. On a une qui est sur Rendre accessible, c'est libérer. Donc quels sont les vrais enjeux de l'accessibilité pour les publics à mobilité réduite. Et la troisième, du coup, c'est la performance collective, notamment l'empathie au service de la performance collective. Donc comment le fait de mieux se comprendre peut aider à gagner en travail d'équipe. Voilà. Mais donc, oui, du coup, c'est forcément une thématique qui revient pour nous, le sport santé, parce que, en fait, je pense que c'est aussi depuis que Pierre est en fauteuil, on se rend compte que le sport, c'est un facteur d'autonomie qui est énorme. Et du coup, au-delà du bien-être, etc., tout ce qu'on a fait aujourd'hui, si Pierre avait pas du tout bossé sur ses bras, on n'en aurait pas fait la moitié. Et de la même manière, si moi, je m'étais pas entraîné, on n'en aurait pas fait la moitié non plus. Donc, en fait, c'est hyper important c'est un super message, de faire ça. Ouais. Question piège. Vos rêves pour le futur et comment vous voulez clôturer ce podcast ? Nos rêves pour le futur, je pense que c'est de continuer à croquer la vie à pleines dents comme on le fait aujourd'hui. Rêve aussi pour Wheel World ? Ouais, mais c'est de pouvoir continuer de grandir et essayer de toucher encore plus de personnes. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui sont reparties en voyage ou qui ont eu envie de faire des activités après nous avoir vu les faire. Donc ça, c'est ça vaut tout l'or du monde. Hein, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais ouais, non, essayer de continuer de toucher les gens à grande échelle, quoi. Au plus proche et un peu partout. J'ai presque envie de dire notre rêve pour Wheel World, c'est qu'un jour il y en ait plus besoin, en fait. C'est que du coup les gens se soient tellement appropriés l'accessibilité, l'inclusion, qu'on se pose plus la question de savoir si le voyage est possible en fauteuil. Ce serait pas mal. Quand même encore envie de voir vos vidéos de voyage, parce que du coup ça fait voyager. On va continuer à le faire, mais que pour le plaisir, tu vois, c'est quand même sympa. Merci Myriam, merci Pierre pour ce super podcast. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore. Et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires.
Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.